Chaque semaine, vous le savez, on passe au crible les propositions des candidats à l'élection présidentielle. Presque toute la gauche propose de travailler moins. Idée neuve ou idée courte, c'est la question du jour. Avant d'en débattre, la réponse d'un patron, celui de LDCL. C'est le numéro 1 français de la vente de matériel informatique et du high-tech en ligne. Depuis janvier dernier, le groupe applique la semaine de 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire. Reportage à Limonest, c'est dans la banlieue de Lyon avec Flora Sauvage. C'est un patron pas comme les autres. En janvier dernier, à l'occasion des 25 ans de sa société de vente de matériel informatique, Laurent de la Clergerie, président fondateur de LDLC, a instauré la semaine de 4 jours sans perte de salaire pour ses équipes. Un jour, j'ai lu un article sur Microsoft qui avait testé la semaine de 4 jours au Japon pendant un mois, en offrant le vendredi à ses équipes, et qui avait eu 40% d'efficacité en plus. Et en fait, c'est surtout que ça a planté une idée que j'avais jamais eue, c'était dire 4 jours. Tiens, ça m'est venu dans la tête. Et du coup, je me suis dit, mais si on travaillait 4 jours, est-ce que ça pourrait marcher chez nous ? Pour passer ses 1000 salariés à la semaine de 4 jours, Laurent de la Clergerie avait prévu d'embaucher et de dépenser 2 millions d'euros. Mais finalement, cela ne lui a quasiment rien coûté. J'ai eu une surprise. On n'a recruté personne. Les gens font en 4 jours et en 32 heures le travail qu'ils faisaient avant en 35. Voire, je pense même qu'en réalité, ils sont encore plus efficaces que ça. On a gagné en efficacité. Et donc, je leur ai demandé, mais comment vous sentez ? Est-ce que vous êtes stressé ? Et en fait, ça les faisait sourire quand je parlais de tout ça, parce que globalement, c'est non, on se sent bien, on est heureux. Effectivement, on fait le même travail qu'avant, mais on est reposé, c'est plus la même semaine. Pourtant, au départ, certains salariés sont dubitatifs, à l'instar de Jean-Claude, qui a choisi le vendredi comme jour off. J'étais un petit peu sceptique. Je ne savais pas comment j'allais rentrer l'intégralité de mes tâches dans 4 jours. J'avais déjà du mal sur 5. Alors, il a fallu qu'on trouve de nouvelles ressources finalement en nous, optimiser notre temps de travail, réduire peut-être aussi le temps consacré au rendez-vous extérieur, par exemple. 8 mois après la mise en place de la semaine de 4 jours, les salariés sont unanimes, au siège comme dans les boutiques de l'entreprise. Donc les pièces sont garanties 2 ans en boutique. S'il y a un souci, vous passez directement vers mes collègues à l'atelier. La semaine aussi passe beaucoup plus vite. Psychologiquement, ça n'a rien à voir. Et même un petit regain, je dirais, de motivation, parce que du coup, ça nous donne envie de s'investir un petit peu plus dans la boutique et dans la société. Donc. Un pari gagnant pour l'entreprise qui a demandé quelques ajustements. On a introduit beaucoup plus de polyvalence dans le travail de chacun. Le but étant qu'il y ait une continuité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est en jour off, on ne peut pas s'arrêter parce qu'il est en jour off. Donc il a fallu développer des outils, des stratégies pour que le travail continue et que l'information circule. 8 mois après la mise en place de la semaine de 4 jours, 80% des salariés l'ont déjà adopté. Des salariés visiblement plus heureux au travail, qui sont aussi devenus plus productifs. L'entreprise LDLC a connu une croissance de 46% de son chiffre d'affaires l'an passé. Travailler moins, idée neuve ou idée courte, on en débat. Je vous présente mes invités. Sandra Regol, bonjour. Vous êtes secrétaire nationale adjointe du Parti Europe Écologie Les Verts. Anne-Sophie Alsif, bonjour. Bonsoir d'ailleurs, on peut dire bonsoir, vu l'heure. Vous êtes chef économiste au BDO France, cabinet de conseil et d'audit. Robin Rivaton, bonsoir, investisseur et économiste. Vous publiez sur un autre thème, mais je cite votre livre « Souriez, vous êtes filmé », c'est des éditions de l'Observatoire. Avec nous également en visioconférence, Gilles Berset, économiste, professeur à Neoma Business School. Vous étiez l'un des aspirateurs de la réforme des 35 heures de Martine Aubry, Mathieu Croissando, toujours à mes côtés. Et évidemment, bon, quand on passe au crible comme ça une proposition de campagne, je fais un petit tour de table rapide. Sandra Regol, 20 ans après les 35 heures, on ne peut pas dire que c'est une idée neuve. Est-ce que c'est pour autant une idée courte ? Ce qui serait une idée courte, c'est de revenir dessus et de penser à aller à l'encontre du sens de l'histoire. Là, aujourd'hui, on a des jeunes générations qui aspirent à avoir plus de temps pour leur famille, pour eux-mêmes. Et on a même des exemples, vous venez de le montrer à travers ce reportage, comme LDLC, où en fait, le temps rendu, le temps de vie, fait des employés qui travaillent mieux et qui sont plus heureux. Et c'est même le pari que fait au départ cet entrepreneur, qui n'est pas un philanthrope, mais qui est vraiment un entrepreneur, et donc qui a à cœur d'avoir les meilleures rentabilités possibles pour son entreprise, c'est de dire, si mes salariés sont plus heureux, alors ça fonctionnera mieux, et ça a l'air
d'après ce que vous nous en montrez 8 mois après, d'être plutôt une formule de succès. Oui, alors c'est un exemple, et évidemment la question c'est d'une généralisation et sous quelle forme, parce que c'est ça derrière une promesse de campagne. Robin Rivaton, idée neuve ou idée courte? Travailler moins? Idée ancienne. Les premières idées sur la réduction du temps de travail, c'est 1993, le premier débat de Pierre Larouturou. Donc, idée qui a traversé tout le champ politique, passant de la droite à la gauche. Idée qui a plutôt montré ses effets négatifs. En tout cas, si on l'impose vu d'en haut, personne n'empêche une entreprise de travailler 32 heures si elle veut le faire. Votre exemple le montre parfaitement. Aujourd'hui, je pense qu'on a un cadre qui est loin d'être optimal, mais en tout cas qui fonctionne, donc autant le garder. Autant garder le cadre. Votre avis, Anne-Sophie Alcy? Alors déjà... La réponse, elle est pas aussi binaire, c'est ça? C'est toujours comme ça, mais c'est vrai que rien que quand vous regardez tout le XXe siècle et la fin des révolutions industrielles, on a eu une baisse du temps de travail en raison de la robotisation et du progrès technique. Donc c'est le progrès technique qui le progrès technique fait que vous avez en effet une baisse du temps de travail et on va continuer là-dedans. Donc c'est vrai que c'est pas en fait le temps de travail global. La question, c'est par rapport à quoi? Quand on a voulu baisser le temps de travail, c'était pour augmenter ou en tout cas essayer de faire baisser le taux de chômage. Donc là, le but, c'est d'avoir une réflexion, mais par secteur et surtout par rapport à la compétitivité. Donc vous dites pas de réponse globale imposée. La réponse doit être par secteur, par branche, et c'est les entreprises qui doivent négocier elles-mêmes. Et puis il y a vraiment l'aspect progrès technique, parce qu'en effet, plus les emplois qui ont un impact et qui sont impactés par le progrès technique, eh bien, ce sont des emplois, la semaine des 32 heures, ce sont les ingénieurs de la Ruhr en Allemagne qui l'ont proposé. Donc là aussi, c'est pas en effet des philanthropes ou des secteurs qui cherchaient à faire moins de profit. Pourquoi? Parce qu'en effet, on a vu que quand vous avez une baisse du temps de travail, vous avez une augmentation de la productivité horaire. D'ailleurs, en France, vous avez un des taux de productivité horaire les plus élevés de l'Europe, et vous avez aussi plus de créativité et d'innovation. Et pour les emplois qui sont très impactés par le progrès technique, c'est positif. Après, dans les services, c'est très différent, parce que là, en effet, c'est des emplois qui sont non délocalisables. Il y avait l'idée, en fait, de se dire qu'on baissait le temps de travail dans les services pour favoriser l'embauche et pour favoriser l'emploi. Donc c'est vraiment très important de se dire emploi industriel, compétitivité internationale, vers ça, emploi dans les services non délocalisables. Alors, la France travaille-t-elle moins que les autres? On va répondre à cette question, et je voudrais d'abord faire un peu d'histoire législative avec Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bienvenue. On va remonter grâce à vous, même un peu plus loin, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Je voulais commencer par vous donner une statistique, effectivement, Thomas. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la durée annuelle du temps de travail des salariés a baissé de près d'un quart depuis effectivement 1945, et elle stagne en fait depuis le début des années 2000. Et donc voici effectivement un petit retour en arrière des grandes étapes de l'aménagement du temps de travail des salariés en France. Alors on a tous en tête, en fait même avant la Deuxième Guerre mondiale, ces deux grandes mesures adoptées par le Front populaire en 1936. Ce sont les 2 semaines de congés payés et la semaine de 40 heures sans démission de salaire, avec les 30 glorieuses. On le voit ensuite, les salariés profitent de nouvelles semaines en fait de congés payés. Et en 1982, sous la présidence de François Mitterrand, élu alors avec les communistes, les salariés passent aux 39 heures et bénéficient d'une 5e semaine de congés payés. La réduction du temps de travail prend une nouvelle ampleur avec les lois Aubry, dont vous avez déjà commencé à parler au début des années 2000. Mais en fait, le mouvement était déjà lancé depuis la loi de Robien. C'était en 1996. Donc c'était à ce moment-là sous la présidence de Jacques Chirac. Mais donc avec ces lois Aubry, les entreprises de plus de 20 salariés passent aux 35 heures, puis les autres à partir de 2002. Et en fait, on voit ensuite un mouvement d'aller-retour. Le gouvernement Fillon reviendra sur ces 35 heures avec la loi TEPA qui vise à exonérer les cotisations des heures supplémentaires. Puis sous François Hollande, il y aura un mouvement comme ça inverse. La gauche est revenue sur ces mesures et Emmanuel Macron dans l'autre sens en 2019. Mais donc depuis le début des années 2000, ce qu'on note, c'est que le temps de travail est globalement stable. Merci Quentin. Emmanuel Macron, vous en parliez à l'instant, le président de la République qui veut que les Français travaillent plus. On l'écoute, c'était lors de la présentation du plan d'investissement France 2030. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau, à la fois dans le cycle de vie en horaire cumulé. Et au fond, on a une force qui est notre modèle social et éducatif, mais on a une faiblesse, c'est qu'on n'a plus le modèle productif qui permet de le financer. C'est ça notre grande incohérence. Nous sommes dans un pays qui travaille moins que les autres. Je ne sais pas si vous allez être d'accord pour faire le constat. On n'a pas encore entendu Gilles Berset là-dessus. Est-ce que la France est un pays qui travaille moins que les autres ?
D'abord, si vous m'y autorisez, je voudrais répondre à votre première question. Allez-y, mais rapidement alors, parce qu'il faut qu'on avance dans le débat. Historiquement, le temps de travail a été divisé par 2, vous voyez, depuis le milieu du 19e siècle. Il a été divisé par 2, comment ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été financé, ça a été très bien dit précédemment, ça a été financé par des gains de productivité, par le progrès technique. Le progrès technique a permis de financer à la fois une augmentation du pouvoir d'achat et une augmentation du temps de loisir. Vous voyez, les gains de productivité étaient assez forts. Aujourd'hui, depuis 15 ans, les gains de productivité sont très faibles. 0,5% par an. On n'a pas de quoi financer simultanément la transition écologique, le désendettement public, le vieillissement de la population, les aspirations et une hausse du pouvoir d'achat et une augmentation du temps de loisir. Cette augmentation du temps de loisir, si elle peut avoir lieu, elle sera nécessairement financée par ses bénéficiaires. Mais elle ne pourra pas être financée par des gains de productivité qui ne sont pas là, qui ne sont pas au rendez-vous. C'est un élément fondamental à prendre en compte. Oui, effectivement. Merci de l'avoir rajouté. Et donc, la question, est-ce que la France travaille moins que les autres ? Et par ailleurs, sur le cycle de vie, la France travaille évidemment moins que les autres. L'âge de départ à la retraite est en France beaucoup plus bas que dans d'autres pays. L'espérance de retraite est beaucoup plus élevée que dans d'autres pays. C'est ça la principale différence qu'il faut noter entre la France et ses principaux partenaires économiques. Alors sur ce constat de la durée annuelle du temps de travail, bon, j'ai un peu lu tout et son contraire. C'est difficile d'avoir un constat partagé. Quel constat vous faites ? Il y a plusieurs façons de calculer. Évidemment, si vous regardez les gens à un instant T, les gens qui travaillent, vous ne prenez pas en compte le fait que les Français ne travaillent pas quand ils sont jeunes et ils partent à la retraite plus tôt. Donc la seule façon de calculer ça, c'est de ramener le volume annuel de travail, donc toutes les heures travaillées dans le pays, qui sont des heures déclaratives, donc on mesure tout ce que chacun fait, et on le divise par le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants entre 20 ans et 65 ans. Et quand on fait cette mesure, on voit que la France est le pays de l'OCDE qui travaille le moins par an, par habitant. Je ne dis pas par salarié, je dis bien par habitant. Et donc, nous, on avait trouvé 32e sur 38 en Europe. Normalement, la Turquie est derrière nous dans l'OCDE, mais voilà, on est vraiment dans les derniers. On travaille 1200 heures par an, 1100 heures par an, là où les Allemands travaillent 1200, les Australiens et les Suisses vont travailler 1400. Mais vous voyez, vous êtes en train de nous donner ces chiffres et nous, on n'a pas trouvé les mêmes. Voilà, nous, la source, c'est sur OCDE 2020. Vous regardez les travailleurs à temps plein. Je vous parle des habitants. Les travailleurs, c'est compliqué quand même de parler de temps de travail de gens qui n'ont pas accès au travail. Vous voyez. Oui, c'est bien ce qu'on dit. On dit qu'en volume de travail, le total du volume de travail produit. Là, on parle des gens qui travaillent. Ce serait bien de rester sur le sujet sur lequel on est, en fait. Non, on parle du volume de travail disponible dans le pays pour payer le fait que certains travaillent ou ne travaillent pas. C'est très différent. Non, vous jouez avec les chiffres pour arriver à les faire tomber sciemment. Mais c'est un geste rhétorique assez habituel. La réalité, ce sont les chiffres de l'OCDE. Oui, mais même si on est 32e sur 38, on ne peut pas forcément s'en satisfaire. Ça veut dire on est déjà pas l'un des pays de l'OCDE qui travaille le plus. Ça, vous êtes d'accord ? En fait, selon les chiffres de l'OCDE, si on prend le temps de travail annuel, la France, elle est entre 1400 et 1500 heures. Et les pays qui sont loin derrière, c'est l'Allemagne, le Danemark, etc., qui sont autour de 1300 heures. Oui, donc non, on ne travaille pas moins que les autres. Tout à fait. 32e sur 38. Oui, mais justement, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Comme vous l'avez dit, par rapport au nombre d'habitants, le problème en France, c'est qu'on a un chômage structurel à 8% et on n'a pas de plein emploi. Donc, en effet, on a un taux d'activité des moins de 25 et des plus de 55 qui est très bas par rapport au reste de la population en Europe. Mais c'est souvent du contraint, c'est pas du volontaire. Donc, en fait, on a un problème de marché du temps de travail et du taux de chômage qui explique que quand on fait cette comparaison, quand on prend tout le monde, forcément, on a les heures plus basses. Et juste pour finir là-dessus, sur ce débat du temps de travail, moi, à mon sens, ce n'est plus le débat en fait aujourd'hui. Le débat, c'est plus le nombre d'heures travaillées, mais c'est la valeur ajoutée que vous produisez. Et c'est ça le sujet, même en effet dans un contexte où on a des gains de productivité qui vont cesser de décroître, notamment avec le vieillissement et la numérisation. La question, c'est quelle valeur ajoutée vous créez. Et nous, en effet, on a le problème, comme on est spécialisé dans les services qui créent moins de valeur ajoutée que dans l'industrie, d'où la problématique de la réindustrialisation et de faire revenir des activités productives. Mais un ingénieur qui va créer une formule mathématique ou un logarithme qui va le vendre à Google et qui va le vendre des milliards
d'euros, eh bien, en temps de travail, il a peut-être fait ça en 2 heures. Bon, c'est pas pour ça qu'il va être rémunéré les milliards d'euros qu'il a créés en termes de valeur ajoutée. Donc, c'est vrai que et la numérisation, et la transition écologique, et le vieillissement fait exploser la norme qu'on pouvait avoir classique en disant, voilà, 1 heure travaillée, tant de valeur ajoutée produite, ça va vraiment dépendre, encore une fois, du progrès technique. Alors, ce débat, il est à la fois économique, on est vraiment sur ces questions, et il est aussi politique, Mathieu Croissando, parce que, évidemment, on en a déjà parlé, quand on dit travailler moins, aller peut-être jusqu'à 32 heures par semaine, il y a le totem des 35 heures qui apparaît, totem ou sparadrap d'ailleurs pour la gauche. C'est un peu les deux. Ouais. Je vous parle d'une date, c'était il y a 24 ans, le 10 octobre 97, Jean Gandois, qui était alors le patron des patrons, le patron du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, sortait sur le perron de Matignon et disait « Nous avons été bernés ». Il sortait d'un rendez-vous où Lionel Jospin venait de lui annoncer que les 35 heures seraient faites par la loi, alors que lui pensait que ça serait par la négociation. Bon, il se trouve qu'il en plus était proche de Martine Aubry, qu'il avait embauché comme directrice générale adjointe quand il dirigeait Péchinet, qui pensait être en confiance, et il a été berné. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, depuis cette date-là, les 35 heures sont devenues à la fois un enjeu idéologique et un objet de bataille politique. Et c'est pour la gauche un totem, c'est la dernière grande réforme sociale inscrite au fronton du Parti socialiste, mais c'est aussi un sparadrap qui lui revient dans la figure à chaque échéance électorale. Pourquoi ? D'abord parce que sur un plan économique, le bilan est mitigé. Popularisé après la sortie d'un livre de Jérémy Rifkin qui s'appelait La fin du travail, les 35 heures ont été conçues, ou en tout cas vendues, comme l'idée que ça allait créer des emplois. On partage le travail pour créer des emplois. Dans les faits, l'INSEE parle d'un bilan entre 300 et 400 000 emplois créés. Les économistes sont très divisés parce qu'au fond, on se demande qu'est-ce qui a créé l'emploi. Est-ce que c'est la réduction de la durée légale de 39 à 35 heures, ou est-ce que c'est toutes les mesures d'accompagnement qui allaient avec, qui sont une gigantesque opération de baisse des charges et surtout une gigantesque opération pour plus de flexibilité à travers notamment l'annualisation du temps de travail, la modulation du temps de travail qui était fournie en échange. Sur un plan social, les salariés eux-mêmes sont partagés sur les bénéfices de cette flexibilité. On se souvient qu'à l'époque, ça a plutôt bénéficié aux cadres qui avaient une après-midi par semaine, un peu plus d'argent et qui partaient en week-end une demi-journée plus tôt. C'était l'époque, c'est là que ça a explosé. Les city trips le week-end, les gens qui partaient visiter les capitales européennes. Et les ouvriers, eux, certains avaient plutôt la version entre 20 et une demi-heure de moins par jour. Et eux auraient préféré à l'époque plutôt du salaire que des loisirs qui ne pouvaient pas se payer. Et si on parle du coût politique, le coût pour la gauche, le coût politique, pour le coup, il a été réel. Parce que la gauche n'a jamais été remerciée des 35 heures. Souvenez-vous que Lionel Jospin a été battu en 2002 alors qu'il avait fait cette grande réforme sociale. Et surtout parce que la droite s'est emparée de ce sujet pour en faire un angle d'attaque récurrent. Alors, à les entendre, les 35 heures auraient fait chuter la compétitivité de la France. C'est un peu plus compliqué dans les faits parce qu'en fait la compétitivité elle chute avec la montée de la Chine, avec les réformes Schröder en Allemagne, on glisse en fait avant la mise en place des 35 heures. Et plus largement, la droite en fait reproche à la gauche d'avoir dégradé la fameuse valeur travail, comme si elle avait encouragé une forme de droit à la paresse. C'est un refrain classique qui est devenu à chaque élection, vous l'entendez encore, ceux qui défendent aujourd'hui la valeur travail, comme si elle avait été Xavier Bertrand, c'est un peu à l'image du laxisme supposé de la gauche avec la criminalité. Vous savez, on dit toujours sur la sécurité, la gauche est laxiste, voilà. Elle aurait dégradé la valeur travail. L'ironie du sort, c'est que depuis 20 ans, la droite, elle a gouverné 10 ans et que même si on en a parlé tout à l'heure, dévitalisé l'esprit des lois Aubry, elle ne n'est jamais revenue sur la durée légale qui est toujours à 35 heures, en grande partie parce que beaucoup d'entreprises maintenant y sont opposées. Gilles Berset, vous étiez l'un des inspirateurs de cette réforme. Quel bilan vous en faites deux décennies plus tard ? Écoutez, je pense, et je l'avais écrit à l'époque d'ailleurs, je pense que ça a été un échec dans 2 domaines et une réussite dans un autre domaine. Là où ça a été un échec, c'est pour l'ensemble de la fonction publique. Ça a été réalisé de la plus mauvaise des façons, avec une réduction de la durée du travail de personnes qui pouvaient, pour certaines d'ailleurs, en l'ignorant, sans le savoir, avec une modalité de décompte identique à celle du secteur privé, être déjà à 35 heures, voire parfois en dessous. Et puis, au-delà du secteur public, on a beaucoup parlé de l'hôpital, ça a été un échec dans l'articulation avec le salaire minimum. L'instauration de garanties mensuelles, la dynamisation du salaire minimum dans son mécanisme de détermination et de revalorisation par la baisse même de la durée du travail, tout ça a renchéri le coût du travail des peu qualifiés. Il a fallu éviter des effets désastreux sur la compétitivité par un développement des allègements de charges, mais vraiment considérable, très cher. Donc c'est le bilan, vous voyez, des 2 échecs et la réussite. Globalement, les entreprises ont absorbé cette réduction du temps de travail. Pourquoi ?
Eh bien, parce que ça s'est accompagné de beaucoup d'innovations. L'instauration du forfait jour, la création d'un seul système de modulation du temps de travail beaucoup plus simple que ce qui existait auparavant. Le fait de faire passer dans la législation française la définition de ce que c'est que le temps de travail effectif, et qui est défini au niveau européen. Et ça a financé déjà le tiers de la réduction du temps de travail. Vous voyez, des innovations qui ont été très riches et qui se sont associées à des accords de réduction du temps de travail qui gelaient ou qui modéraient la progression des salaires à un moment où on avait beaucoup de tensions sur le marché du travail. Je vous rappelle qu'en 2000, on a créé un nombre d'emplois comme peu d'années durant ces 150 dernières années. Donc, vous voyez, le bilan est un peu mitigé. Je voudrais juste quand même revenir sur 2 points, si vous m'y autorisez. Rapidement, allez-y. Le premier point, quand on compare le temps de travail durant l'année, c'est vrai, avec les incertitudes de ce genre de mesures, je ne suis pas sûr que la France soit derrière d'autres pays qui sont très performants sur le plan économique. Par contre, sur le cycle de vie, là, ça ne fait aucun doute. Encore une fois, les Français partent plus tôt en retraite que les autres. Il suffit de lire les rapports du Conseil d'orientation des retraites, du corps, pour s'en rendre compte. C'est très très bien montré. Et puis, une dernière chose, on dit souvent oui, mais en France, on peut se permettre ça parce qu'on a un niveau de productivité très élevé. Mais pourquoi on a un niveau de productivité très élevé? Justement parce qu'on laisse sur le bord de la route les gens les moins qualifiés. C'est eux qui sont surreprésentés parmi les chômeurs et parmi les personnes qui ne sont pas en emploi. Alors quand on écarte de l'emploi les personnes les moins qualifiées, mécaniquement, ça élève la productivité horaire du travail de ceux qui sont en emploi. Vous voyez, donc c'est un raisonnement. Donc c'est une compétitivité en trompe-l'œil, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous parliez de l'âge de la retraite. On va écouter Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui lui veut aller plus loin. Il parle d'une retraite à 60 ans. Écoutez. L'usage le plus intelligent qu'on peut faire de cette masse produite en temps inférieur, c'est de partager le temps de travail. Si on partage le temps de travail, on travaillera tous et on travaillera mieux, comme l'ont montré toutes les expériences de réduction du temps de travail. Réduire le temps de travail, ça veut dire dans la semaine, ça veut dire dans l'année et ça veut dire dans la vie. C'est la raison pour laquelle je défends la thèse de la retraite à 60 ans. Et je vais contre tous ceux qui ont dit, comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. J'ai toujours dit, si on vit plus longtemps, c'est parce qu'on travaille moins longtemps. S'arrêter à 60 ans, dit Jean-Luc Mélenchon, qui travaille encore à l'âge de 70 ans. Bon, bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais au-delà de ça, au-delà de la blague, est-ce que, Sandra Rugol, je voudrais vous écouter depuis un moment, là, le débat. J'ai l'impression, Mathieu disait, c'est un marqueur politique. Est-ce que c'est pas idéologique, le fait de mettre cette mesure-là au programme d'Europe Écologie Les Verts, justement pour s'ancrer à gauche, parce que, et est-ce que c'est pas contradictoire avec le pragmatisme affiché par votre candidat? C'est surtout aller dans le sens de l'histoire, et c'est une logique qui a toujours été celle des écologistes. Parce qu'en fait, respecter les temps de vie, c'est quelque chose de primordial si on veut une société apaisée et qui fonctionne. Encore une fois, confère l'exemple que vous preniez en début d'explication. En revanche, ce qui est un totem, ce qui est vraiment idéologique, c'est cette passion qu'a la droite française pour faire passer ce pays pour un pays de paresseux, pour un pays de gens qui refuseraient de travailler. Et c'est pour ça que, je m'excuse de vous avoir interrompu tout à l'heure, c'est pour ça que c'est extrêmement pénible d'avoir des gens qui utilisent les chiffres, qui jouent avec les chiffres, non pas pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut avancer, offrir plus de travail, avoir plus de moyens pour financer l'éducation, la transition écologique et d'autres, mais qui cherchent justement à s'accaparer un totem assez dépassé, disons-le franchement, qui est celui qui consisterait à dépeindre la France comme un pays de fainéants et donc sur cette base-là, arriver à faire passer toutes les pilules, reculer de plus en plus l'âge de la retraite, donner de moins en moins de droits aux gens qui pourtant ont cotisé, je pense notamment là à la réforme du chômage, de l'assurance chômage et ainsi de suite. Et ça, c'est pas tolérable et c'est justement contre ça, à contrario de ça que s'inscrivent les écologistes en proposant un projet de société dans lequel la relocalisation de l'économie, la réindustrialisation du pays permettent non seulement de créer plus d'emplois, des emplois qui préservent le climat, donc qui allègent la dépense publique, les 100 milliards d'euros qu'on dépense
chaque année en France pour compenser ce qu'on a détruit. Ce n'est pas possible. C'est l'équivalent du plan de relance que chaque année nous dilapidons littéralement juste parce qu'on n'est pas capable d'avoir des politiques qui prennent des décisions protectrices. Tout ça est vertueux et c'est pour ça que ce n'est pas un totem, que c'est extrêmement pragmatique et que nous tenons énormément à ce respect de la diminution du temps de travail, avec un bémol, et j'en termine là-dessus, qui est que ce n'est pas la même chose dans chaque secteur d'activité et que la priorité, quand on parle de réduire encore plus le temps de travail, c'est de se pencher d'abord sur les besoins, les conditions de travail des personnes. Donc il y aurait une grande consultation secteur par secteur. Ce serait pas une... Il n'y a surtout pas de loi, c'est ça. Et c'est... Il y aurait une loi ou il n'y aurait pas de loi? Ça, c'est une question qui arrive en seconde étape. Si c'est une loi, après tu as raison, elle s'impose à tous, quels que soient les secteurs. Ce qu'a montré les réformes Aubry, c'est que l'uniformité... Je finis. La loi ou pas la loi, ça, c'est ce qui ressort de la consultation qui doit être menée avec les entreprises, avec les différentes branches d'activité pour déterminer ce qui est le mieux. Il y a des secteurs où c'est sur la semaine qu'il faut réduire l'emploi, d'autres où c'est sur l'année, d'autres où c'est sur le rythme de vie. Ce n'est pas du tout la même chose. Compris. Mathieu, et ensuite... Le 10 octobre, c'est exactement ça. Une réunion, une négociation, et ça s'est fini par une loi. Donc c'est parce que c'est compliqué. Tout ce qui tombe d'en haut, et à partir du moment où on fait de façon uniforme, pour les petites comme pour les grandes entreprises ou dans tous les secteurs, ça ne marche pas. C'est ce qu'a montré les 35 heures. Ça profite aux grosses entreprises qui ont les moyens de la mettre en place. Pour les petites, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas remplacer, on avait dit à l'époque, un demi, un quart. Voilà. Et c'est 90%. Par ailleurs, il y a quand même un décalage aussi. Alors, la schizophrénie mentale des Français qui, pour certains, veulent réduire le temps de travail et pour certains, veulent se faire livrer leurs courses jusqu'à minuit ou toute la nuit où il faut tout le temps disponible. Donc, il y a un moment, il va falloir choisir entre modèle de travail et modèle de consommation, modèle de vie. Si on parle de compétitivité, Robin Rivaton, est-ce que la France peut rester compétitive avec un abaissement du temps de travail, alors mensuel ou sur la vie? Vous pouvez répondre aux deux aspects et d'une certaine façon à Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Évidemment que non. Aujourd'hui, si la France, encore une fois, sur le cycle de vie, je viens de l'expliquer, c'est pas de la manipulation des chiffres, c'est les chiffres qui le disent. Sur le cycle de vie, malheureusement, on est un pays qui ne travaille pas assez. Donc si aujourd'hui, on veut réduire la quantité de travail faite sur le cycle de vie, aujourd'hui, c'est réduire la production de richesse dans le pays et donc c'est réduire ce que l'on aura tous pour consommer, pour vivre à la sortie. Il faut bien se rendre compte qu'on est dans un monde où le capital s'échange partout, l'information s'échange partout, le niveau de formation des individus s'échange partout. Donc au final, tous les facteurs qui pouvaient faire une différence entre les pays, aujourd'hui, sont à peu près les mêmes, égaux à travers le monde. Donc ce qui fait la différence, c'est le volume de travail que vous mettez derrière. Donc si vous produisez moins de richesse, vous êtes moins riche à la fin d'année, donc vous avez moins à consommer. Et juste pour finir sur, vous voulez vous inscrire dans le sens de l'histoire, je vous invite à la relire, puisqu'en fait la réduction du temps de travail, c'est très intéressant, parce que la réduction du temps de travail, elle commence avec Pierre Larouturou en 93, qui convainc un député RPR de déposer une proposition de loi sur les 32 heures. En 1995, c'est Charles Millon, président de la région Rhône-Alpes à l'époque, qui fait passer les 35 heures dans la fonction publique, et le candidat Chirac, à peine élu, va visiter l'usine Pasquier en 95, qui est une usine qui a fait la réduction des 35 heures. Donc on voit bien que la première force politique à avoir saisi la réduction du temps de travail, ce n'est pas la gauche, c'est la droite, qui 2 ans plus tard s'est fait complètement doubler sur cette mesure par la gauche et commence à la critiquer. Donc vous pouvez vous inscrire dans le sens de l'histoire, inscrivez-vous dans les traces du RPR de 93 et on verra si ça vous permet d'aller plus loin. Pour rebondir par rapport à ça, moi je baserais plutôt sur les chiffres de l'INSEE ou des chiffres des instituts nationaux. 2 choses sur la compétitivité. Oui. Qu'est-ce qui fait que la France a perdu de la compétitivité? C'est vraiment le niveau de gamme des produits qu'elle a exportés. Donc c'est véritablement ça qui a fait qu'on s'est mis sur du moyenne gamme. On a peu investi avec des prix de vente des produits industriels élevés et donc on a pris de plein fouet la concurrence asiatique, alors que les autres pays comme notamment l'Allemagne ont investi massivement dans les compétences et donc ont augmenté le coût de... C'est pas lié à la baisse du temps de travail. Pas du tout. C'est vraiment le problème de positionnement de gamme. Et c'est pour ça qu'on en revient. Vous pouvez dire, et reprendre ce statistique, de toute façon, vous êtes dans un vieillissement énorme de la population. Donc, d'ici 20 ans, vous aurez une augmentation des plus de 60 ans qui va augmenter. Donc, vous aurez des gains de productivité qui vont complètement s'effondrer. Donc là, vous pouvez faire après travailler les gens, même parce que là, on parle de la catégorie des 70-80 ans. Donc, après, on peut faire travailler ces catégories-là, mais de toute façon, on aura un effondrement de ces gains de productivité dans un domaine où on aura en effet la question de financement de la protection sociale et de la retraite. Donc encore une fois, le seul moyen de s'en sortir, c'est vraiment le progrès technique, les
compétences et l'innovation. Le temps de travail, c'est vraiment, je dirais pas un débat du XXe siècle, mais à mon sens, ce n'est pas comme ça que vous allez créer beaucoup de valeur ajoutée. C'est ce dont on a besoin. Vous avez dit, oui, moins de gens travaillent, la quantité de richesse créée pendant une année. Non, quand vous regardez les fameux tableau en train sorti de l'INSEE, la valeur ajoutée créée par secteur, vous voyez que c'est l'industrie qui en crée plus que dans les services, où vous avez un temps de travail qui est souvent beaucoup plus faible. Donc il n'y a pas de corrélation entre la valeur ajoutée créée et le temps de travail effectif. Je voudrais qu'on parle sur l'opportunité de cette réforme dans le climat économique. Le taux de chômage, les chiffres pour le troisième trimestre sont tombés aujourd'hui, 206 000 inscrits en moins au troisième trimestre. Gilles Berset, je reviens vers vous. J'espère que vous allez répondre à ma question et pas aux précédentes cette fois-ci, même si j'offre beaucoup de liberté à mes invités, il n'y a aucun souci. Le chômage est en baisse. Est-ce que ce serait le bon moment pour réduire la durée de travail hebdomadaire ? Écoutez, les créations d'emplois sont très fortes, le chômage est en baisse et l'économie française se heurte à des difficultés de recrutement massives. C'est-à-dire que c'est pas l'emploi qui manque, c'est les gens qui se dirigent vers ces emplois. C'est ça qui manque en ce moment. Et donc, la difficulté, c'est pas je dirais, de se répartir un gâteau qui ne changerait pas de taille si on réduisait le temps de travail. Je considère que maintenant, il changerait évidemment de taille. La difficulté, c'est d'amener les personnes vers l'emploi en rendant ces emplois plus attractifs. Vous voyez, donc la poursuite de la reprise économique, des créations d'emplois et de la baisse du chômage, qui est essentielle pour qu'on devienne un pays normal. Hein. Je rappelle que parmi les pays de l'OCDE, 38 pays de l'OCDE, il n'y en a que 4 qui avaient un taux de chômage supérieur au nôtre avant la crise Covid. 4, c'est tout. Tous les autres étaient quasiment au plein emploi. Le problème de chômage, ils ne connaissaient pas. Au contraire, ils connaissaient des problèmes de manque de main-d'œuvre. Donc nous, on a, si vous voulez, les problèmes de manque de main-d'œuvre de pays qui sont en plein emploi, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, alors qu'on a le taux de chômage des pays du sud de l'Europe, très élevé, qui, eux, n'ont pas de manque de main-d'œuvre en ce moment. Donc il y a un problème de fonctionnement du marché du travail qui est assez spécifique à la France. C'est l'une des priorités à laquelle on doit s'attaquer pour que la baisse du chômage se poursuive et que les créations d'emplois puissent évidemment bénéficier à l'économie française. Est-ce que l'objectif, Sandra Regoll, d'une telle mesure, c'est de faire baisser le chômage ? D'une telle mesure de diminution du temps de travail, oui, l'un des objectifs, c'est de diminuer le chômage, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des salariés. C'est-à-dire que, on l'a bien abordé, c'est un tout. Ce n'est pas juste diminuer le temps de travail par semaine ou dans l'année ou au fil de la vie, mais c'est offrir d'autres conditions de travail. C'est-à-dire créer de nouveaux secteurs d'activité, ce que la France ne fait plus. Vous y êtes revenu à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'innovation, de lancement de nouveaux secteurs d'avenir, là où d'autres pays ont investi. Il y a la filière hydrogène qui est en train de se créer, de se structurer. On peut parler de la... Alors, il y a un type de filière hydrogène qui est en train d'être imaginé, qui est en train d'être imaginé, mais qui n'est pas une innovation, c'est-à-dire qu'on n'a pas investi sur les énergies de demain, là où d'autres pays l'ont fait. C'est ce que propose le président de la République avec le plan France 2030. C'est dommage qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs et à l'Assemblée nationale et au gouvernement pour mettre en place ceci immédiatement et d'être déjà en fin de mandat. Tout ceci est fort dommage. Mais trêve de plaisanterie, donc il y a un tout à voir. C'est pas juste est-ce qu'on diminue encore le temps de travail, mais comment on le diminue et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on reste dans un cercle créateur d'emplois. Parce que si on ne crée pas de nouveaux emplois, la question de travailler plus ou de travailler moins n'est même plus la question prégnante. Si on n'adopte pas un plan de formation qui soit corrélé au secteur d'activité que l'on développe, alors toutes ces questions qu'on se pose sur le temps de travail n'ont aussi rien à voir. Il y a des pays où on a travaillé très bien, des pays voisins, sur la transition. Je pense notamment à l'Espagne. Vous n'avez pas entendu parler de la sortie du charbon en Espagne. Pourtant, elle est réelle. Ça a été accompagné de plans de formation pour les personnes, de création de nouveaux secteurs d'activité pour absorber cette activité nouvelle, ces gens qui perdaient leur emploi. Et c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on est effectivement dans une chasse au totem où il y a une gauche un peu enlisée, il y a une droite qui ne sait plus comment se radicaliser, et qu'au milieu de tout ça, il y a les Françaises et les Français. Je suis désolée d'être écologiste, d'avoir des valeurs à gauche, mais de ne pas être issue de leur histoire, ce qui me permet de parler assez tranquillement et de la droite et de la gauche, mais c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Ce que nous, on propose, si je peux parler pour ma paroisse, c'est justement de faire autrement, de miser sur la transition écologique de l'économie pour créer enfin les secteurs d'activité qui referont de la France demain un pays leader et pas un pays suiveur. Mathieu. Moi, je trouve que c'est une réponse un peu totémique pour le coup de la gauche qui passe à côté des vrais sujets.
qui sont la pénibilité. Oui, la pénibilité est un vrai sujet. Il y a des boulots qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres, et c'est peut-être sur ces boulots-là qu'il faut agir. Qui sont la nature des emplois. Il se passe en ce moment une explosion des emplois de services peu qualifiés, peu payés. Voilà. Et voilà vraiment, il n'y a pas de réflexion de la gauche sur ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait les systèmes auto-entrepreneurs, d'emploi individuel. Enfin, on voit bien l'ubérisation du marché du travail. C'est un vrai sujet. Et puis le troisième sujet, à mon avis, c'est qu'à mes yeux, les Français demandent plus du pouvoir d'achat en ce moment que du temps de travail. Et donc répondre diminution du temps de travail de façon un peu comme ça, j'allais dire totémique ou en tout cas programmatique, ça me paraît manquer ces trois aspects. C'est pour ça que la question que je me posais, c'est est-ce qu'elle n'est pas un peu anti-climax cette réforme? Est-ce que c'est le bon moment économiquement, je ne parle pas des arguments idéologiques, mais économiquement, est-ce que ça peut être le bon moment pour baisser le temps de travail ou pas du tout selon vous, Robin Rivatin? Non, Gilles Berset l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, on n'a pas un sujet d'offres d'emploi sur le marché qui ne seraient pas disponibles. Il y a beaucoup d'offres d'emploi sur le marché et on ne trouve pas les personnes face à ça. Donc si demain, on réduit le temps de travail pour dire qu'on va créer des postes équivalents à ceux qui sont déjà proposés, ils ne trouveront pas plus les personnes pour venir les remplir. Donc les entreprises se trouveront désorganisées tout en n'ayant pas les capacités à recruter les bonnes personnes. Donc on n'aura pas de bénéfice par rapport à ça. Et en plus, comme on l'a très bien dit, la réforme des 35 heures a été accompagnée d'une baisse de charges massive. Est-ce que là, aujourd'hui, le gouvernement, qui est déjà, le gouvernement et puis les candidats à la présidentielle actuelle, qui sont déjà dans une augmentation des dépenses de plusieurs dizaines de milliards, si ce n'est centaines de milliards, peuvent encore rajouter à cette promesse ou à cette liste du Père Noël une baisse de charges de l'ampleur de celle qu'on a connue, qui se chiffrera en dizaines et dizaines de milliards d'euros. Donc je ne le pense pas. Je ne pense que ce n'est pas du tout le bon moment pour faire une telle réforme. Et encore une fois, personne n'empêche une entreprise qui le veut de travailler 32 heures, 30 heures, 28 heures ou 25 si c'est elle et son choix. Elle a toute la liberté pour l'organiser. On a aujourd'hui un arsenal du Code du travail qui est fait de telle façon qu'elles peuvent le faire. Il y a la capacité à négocier avec ses salariés à travers plein de mécanismes qui ont été mis en place de démocratie à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que si quelqu'un veut le faire, ils peuvent le faire. Allez-y, on en fait quoi de ce temps libre si les salaires n'augmentent pas? C'est une vraie question quand même. La grande question, c'est vraiment celle, à mon sens, plus de l'inégalité que du temps de travail. C'est-à-dire que vous allez avoir les personnes qui n'ont pas de qualification et qui, donc, de fait, produisent des activités avec très peu de gains de productivité, et ceux qui sont ultra qualifiés et qui, là, vont avoir des gains de productivité énormes. La première catégorie, c'est souvent, en effet, dans les services. C'est souvent, donc, un temps de présence contraint important, donc un temps de travail qui ne va pas forcément diminuer parce que vous devez être là. On le voyait un peu dans le reportage. L'inquiétude des salariés de l'entreprise, c'est de devoir faire le même job, mais en 4 jours. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça veut dire souvent, là, le temps de travail, ça peut être en effet augmentation des cadences, augmentation de la productivité, parce qu'en fait, vous devez faire le même travail en moins de temps. Et puis, l'autre catégorie, très diplômée, où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de progrès techniques, et bien là, va pouvoir bénéficier d'une baisse continue du temps de travail, à cause justement de l'innovation et d'une valeur ajoutée créée qui va exploser. Et donc, vous aurez de plus en plus, à mon sens, un marché du travail à 2 vitesses, avec vraiment des gagnants et des perdants, comme on avait un peu avec la mondialisation au niveau international avec l'industrie, sauf que là, ce sera national et au sein des secteurs et des activités. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est déjà la critique qui a été faite, et vous l'avez rappelé, Mathieu, tout à l'heure, en faisant le bilan des 35 heures. C'est-à-dire que finalement, cette réforme, elle avait plus profité au cadre. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi vous êtes encore sur cette ligne-là, avec le risque, finalement, ça profite plus aux catégories des cadres ou de la catégorie moyenne supérieure. Je prends les termes économiques qu'aux salariés les plus en difficulté. Vous remarquerez que ce ne sont pas les écologistes qui ont développé cette loi et qui l'ont mise en œuvre, mais que depuis... Participer au gouvernement, c'était le temps de la majorité plurielle. Si vous voulez, on peut jouer à qui était où, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les écologistes n'étaient ni en mesure de dicter ce qui allait faire cette loi, ni en mesure de faire les négociations. Non, mais c'est quand même dans le programme de Yannick Jadot, cette idée de travailler moins et de passer par une grande conférence pour le négocier, pour le discuter. Tout à fait, de très longue date, parce que ça apporte un bienfait dans la vie de tous les jours. Mais en fait, juste si vous me permettez de le contraire, le risque était... De répondre à votre propre question. Oui, allez-y. Je dirais que, oui, on a abordé le fait que l'important, c'était d'augmenter le niveau de vie des personnes. Mais augmenter le niveau de vie des personnes, c'est pas que augmenter les salaires, c'est pas que augmenter le temps de travail, si on reprend l'antienne sarkozienne ou aujourd'hui macronienne, mais c'est aussi diminuer les charges contraintes.
Et en fait, je suis désolée de revenir là-dessus, mais la question ne peut pas se limiter juste à combien d'heures on travaille, mais doit prendre en compte comment on travaille et comment on développe cette industrie. C'est pour ça que j'insiste sur les conséquences santé, sanitaires, des conditions dans lesquelles on travaille, particulièrement quand on est dans des emplois où la pénibilité est forte, où on est exposé à des choses dangereuses. Vous avez la double peine, c'est-à-dire d'avoir pas forcément beaucoup d'argent, mais en plus d'en perdre beaucoup dans vos conditions de vie, par votre vous reposer santé, la même question, etc. avec le risque, je reprends la démonstration d'Anne-Sophie Alsif, avec le risque qu'une nouvelle baisse du temps de travail, finalement, défavorise les Français les plus précaires. La seule chose qui est défavorisée vraiment l'emploi, c'est des plans comme le CICE, qui, eux, sont des réformes, qui, elles, étaient une réforme d'ampleur, qui n'a apporté aucun emploi et a dilapidé 18 milliards d'euros d'argent public. Ça, ce sont des mauvaises choses. Diminuer le temps de travail, ça n'a jamais précipité la France dans l'abîme. Des inégalités vont croissantes, mais elles ne sont pas liées uniquement à ça. Et ce serait quand même malvenu de considérer qu'avoir plus de temps pour soi et plus de temps pour vivre à égal salaire serait une mauvaise chose pour chacun d'entre nous. Bon. Voilà, vous avez pu les uns et les autres exposer vos arguments. Je peux vous dire que les médecins qui participaient au débat précédent, quand ils ont vu qu'on allait parler des 35 heures et de l'hypothèse des 32 heures, eux, ils ont dit ça a cassé l'hôpital et surtout pas baisser le temps de travail. J'aurais dû rappeler Patrick Pelloux et nos autres invités. Bref, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. Merci Mathieu. On se retrouve, alors peut-être pas la semaine prochaine, on se retrouve dans une dizaine de jours. Profitez-en bien parce que vous travaillez vraiment beaucoup. Merci aussi à Gilles Berset qui était là avec nous également dans ce Sens Public. Romain